Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le 28e journal de la bande dessinée spécial confinement, avec aujourd'hui un dessinateur aux multiples facettes. Il est illustrateur, dessinateur de presse, dessinateur de bande dessinée, c'est Tom Tirabosco. Bonjour Tom Tirabosco, Salut! ça me fait plaisir de te voir. Ah, ça fait un moment, ouais. Je vois que Ouais. ta barbe a blanchi. Oui, elle s'allonge avec le confinement. Elle rejoint la mienne. Et toi, comment est-ce que tu vis ce confinement? Moi, je l'ai vécu plutôt bien, comme étant plutôt quelqu'un de privilégié. Tu vois, j'ai un assez grand atelier. Donc, je me suis rendu à l'atelier très vite. Les choses n'ont pas vraiment changé. Après, si tu veux, concrètement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait l'expérience de quelques privations, mais en gros, je dirais que énormément apprécié ce ralentissement. C'est vraiment un ralentissement que moi j'ai toujours voulu et que j'ai toujours souhaité. Et donc là, de soudain avoir une ville beaucoup plus calme, d'entendre les oiseaux. De sentir que tout s'arrête, il y a quelque chose d'assez jouissif. Après, dans un deuxième temps, j'ai commencé à m'inquiéter parce que je me suis dit que tout ça était vraiment pas du tout normal. Et plus j'avance et plus tout ça m'inquiète. Pas tellement la question du virus. Je fais attention, j'applique les règles de sécurité, mais vraiment plutôt par rapport à ce qui est en train de se passer dans la population, c'est-à-dire que les gens on leur a véritablement fiché la peur bien ancrée au fond de la tête. Et ça, c'est un élément extrêmement préoccupant qui me fait très très peur en fait. Je vois arriver en fait une époque, une société sous contrôle, beaucoup plus liberticide et ça m'inquiète beaucoup en fait. Où on va tracer les gens, on va les surveiller, on va les culpabiliser, J'ai très peur de cette déconnexion justement à la vie, au vivant. Il y a cette espèce de primauté absolue de la santé et de la sécurité avant toute chose. Comme si on avait oublié que la vie, effectivement, c'était quelque chose de dangereux, comme si on avait oublié que voilà, on meurt aussi et qu'il y a des choses mille fois plus importantes et mille fois plus, je dirais, qui font beaucoup plus de dégâts. Et moi, j'ai très peur des dégâts finalement de ce ralentissement. Donc, à la fois, j'ai souhaité cette décroissance, si on veut, ou cette sobriété heureuse depuis très longtemps, et je la veux toujours, sauf que pas comme ça, quoi. Parce que là, à la place, on y a mis la peur et l'hystérie dans la tête des gens. Donc, non. Euh, voilà, maintenant, je suis un peu chamboulé aujourd'hui parce que j'ai participé aussi à l'appel du 4 mai, qui est cet appel pour une société plus durable, plus écologique, plus solidaire, avec une économie relocalisée. C'est un appel qui a été lancé à tous nos parlementaires qui ont repris en fait leur travail de parlementaire hier et avec des actes un peu symboliques qui étaient de sortir dans la rue et de se mettre dans un carré de 4 mètres carrés et d'affirmer le fait que voilà, on veut pas revenir à la normale, pas voilà, à cette espèce de monde d'avant qui était un monde suicidaire qui nous amenait en tout cas droit dans le mur, dans le gouffre où tu veux. Euh, et surtout qui nous amenait certainement encore plus d'insécurité, de maladies, de virus et de catastrophes avec le changement climatique. Donc c'était vraiment un appel qui a été signé par plus de 50 000 personnes, je crois qu'il a été entendu, qui demande vraiment maintenant un changement profond de tous nos modes de vie, de tous nos modes de production, de tous nos modes de diffusion, de tous nos modes de déplacement, etc. Et parce que c'est plus possible. Le modèle, il est définitivement mort. Il faut vraiment le tuer pour qu'autre chose naisse. Quelque chose de plus résilient, de plus en lien avec le vivant, de plus en lien avec la nature, avec les autres êtres vivants, pas que les hommes. Et voilà. Donc,
Je suis un peu préoccupé, je suis un peu chamboulé parce qu'effectivement, il y a eu des arrestations. Il y a des amis proches qui ont été emmenés au poste, simplement parce qu'ils se tenaient de manière très pacifique et avec toutes les mesures de sécurité dans un carré de 4 mètres carrés tracé sur le sol. Ils ont été arrêtés. Moi, j'ai participé à une de ces actions et j'ai été aussi, on m'a pris mon identité, etc. Enfin, voilà. Donc, ouais, je sens qu'il y a un truc pas très sympa qui est en train de se mettre en place et ça m'inquiète beaucoup. Voilà. Ben, on devrait parler de bande dessinée, je te parle d'autre chose. Non, mais c'est important aussi. Et c'est vrai que toi, on te connaît comme dessinateur de bande dessinée, d'illustration, aussi dessin de presse. Je pense que tout ça, ça travaille beaucoup pour dessiner en fait tout ce qui se passe. Moi, j'ai jamais dissocié, si tu veux, mon travail de création, d'artiste à, je dirais, une forme d'implication dans la vie citoyenne, dans le réel. Et pour moi, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui circule. Il n'y a pas juste la BD dans un coin où je raconte mes petites histoires. Puis de l'autre côté, il y a ma vie avec mes convictions et mes envies d'aller vers un futur désirable. Il y a toujours eu, c'est vrai, il y a toujours eu en tout cas, je dirais, une préoccupation écologique au centre de mon travail de dessinateur. Je travaille depuis 15 ans pour la revue Durable, j'illustre leur dossier. Enfin, c'est des sujets que maintenant je connais assez bien. Et puis, c'est vrai, mon dernier album, Femme sauvage, ça a été effectivement un livre qui est né aussi de la lecture justement de ces jeunes collapsologues, ces jeunes chercheurs en effondrement, Pablo Servigne, Raphaël Stevens ou Gauthier Chapelle, qui sont tous des jeunes chercheurs que j'ai lus en fait durant la création de cette bande dessinée. Et qui ont accompagné véritablement la création de cette bande dessinée. Donc voilà, c'est une respiration, un mouvement naturel finalement. Moi, le dessin, c'est pas être dans ma tour d'ivoire comme un créateur et puis le reste du monde n'existe pas. Mais je pense que d'ailleurs, il y a très peu d'artistes qui vivent ça comme ça. Enfin, ça, c'est un peu une espèce d'image romantique 19e-iste. Mais aujourd'hui, enfin, de tout temps, les artistes se sont engagés. De tout temps, les artistes, ils ont parlé de leur époque et ils l'ont aussi dénoncé. Et c'est vrai que c'est dingue parce que tu parles justement de la femme sauvage et c'est impressionnant parce que c'est un roman graphique. Quand je l'ai lu, j'étais pris. En plus, je l'ai lu ces jours et on est 2 fois plus pris parce que ça se passe aux États-Unis, mais en même temps, ça peut se passer ici ou ailleurs. En fait, on suit ton héroïne qui quitte la ville après une catastrophe, mais ça pourrait être très bien un autre de catastrophe. Mmh. Ouais, c'est clair, c'est un livre qui tombait plutôt juste par rapport à l'époque. C'est une dystopie, mais en même temps, je la voulais pas. Je voulais pas je voulais pas que ça soit un récit de catastrophe de plus. Je voulais pas faire On the Road ou ce genre de livre un peu survivaliste. Je voulais qu'il y ait aussi une dimension un peu mythologique dans ce livre, et c'est pour ça qu'il y a un moment au milieu du livre, le récit il bascule dans une dimension plus symbolique, plus mythologique, vers vraiment un type d'imaginaire qui sont effectivement ces imaginaires qu'on devrait commencer à inventer, dans lequel on puisse se projeter, c'est-à-dire voilà, une relation tout d'un coup improbable, voilà, mais toujours en lien avec la nature, avec les forces, les énergies que transmettent la terre et la nature. Et je pense que mes prochains livres, s'il y a d'autres livres, parce que je sais pas si on pourra vraiment finalement continuer à faire des livres, parce qu'il n'y aura pas d'autres choses plus importantes à faire, comme aller bêcher la terre et cultiver son jardin. Je pense que mon prochain livre, ça devrait être aussi un livre qui va maintenant questionner cet après, en fait. Mais dans une volonté aussi de dessiner des pistes un peu
pas trop noir non plus. Il faut vraiment qu'on puisse maintenant aussi se projeter dans quelque chose qui donne envie. Et c'est vrai qu'en te suivant depuis les années, tu as toujours en fait parler d'écologie, même à travers tes bandes dessinées. Moi, je pense à Léo et Léa dans le troisième album. Et c'est vrai que c'est génial parce que ça touche pas à ma forêt. Et on parle l'écologie à travers l'Afrique. Ouais, oui, ça c'était vraiment un essai d'essayer, il y a déjà 15 ans. Mhm. Et vraiment, avec Véronique Grissot, la scénariste, on voulait aussi commencer à introduire ces sujets dans la bande dessinée de manière un peu plus frontale, mais ça a toujours été, en fait, ça existe depuis depuis les années 70. Enfin, Reiser, c'était déjà le plus grand des écologistes. Mhm. Il racontait déjà des trucs super drôles, super bien sur son époque. Enfin, même des gens comme Fred avec Philémon, Mhm. gens, ou même le concombre masqué de Mandrika. Enfin, tous ces dessinateurs, ils ont parlé d'écologie depuis longtemps. Enfin, l'écologie, on en parle en fait depuis finalement 50, 60 ans déjà. Moi, ça m'intéresse pas de faire de la bande dessinée engagée. Ce qui Oui, m'intéresse, oui. c'est de faire de la bande dessinée qui traite de sujets d'actualité, mais de la BD engagée, ça m'embêterait, quoi. Et c'est vrai que bah, tu as un graphisme qui est très impressionnant. C'est-à-dire bah, tu travailles en couleur, en noir blanc. En noir blanc, on reconnaît en fait ta patte. Dans l'album Congo, c'est fabuleux parce qu'on se retrouve en 1890. C'est un superbe roman en bande dessinée. Donc Congo, c'est vraiment la commande, hein. C'est marrant, c'est un livre de commande, puis c'est mon livre, c'est un des livres qui a le mieux marché, que j'ai fait avec Christian Périssin. Donc ça raconte l'histoire de Joseph Conrad, qui n'est pas encore le Joseph Conrad que l'on connaît, écrivain, grand écrivain, devenu anglais, et qui va écrire Au cœur des ténèbres, ce roman un peu Mhm. culte, qui a aussi été adapté souvent au cinéma, dont par Coppola avec Apocalypse Now. Euh, donc voilà, c'est une commande, c'est un livre qui parle aussi déjà un peu de prédation, d'écologie, enfin de l'homme, voilà, de l'homme omniscient, qui croit qu'il peut absolument, euh, qui peut comme ça prélever tout ce qu'il veut dans cette nature. Donc cette espèce de syndrome, c'est ça, déjà du capitalisme, d'un capitalisme sauvage qui va comme ça détruire les écosystèmes, perturber, euh, perturber déjà le fonctionnement d'un pays, quoi, et s'en rendre possesseur. Donc, et là, c'était un très gros travail en noir et blanc avec pas mal de documentation. C'est mon premier livre vraiment historique où j'ai dû dessiner Mhm. des vieux chemins de fer, des costumes, choses que j'avais pas tellement fait jusqu'à présent parce que avant, j'avais travaillé plutôt avec Pierre Vazem sur des récits plutôt contemporains. Et là, c'était vraiment le récit très historique, avec reconstitution. Mais ouais, je suis assez content de ce livre qui est très dense, en fait, qui est très, il y a beaucoup on sent la sueur à tous les niveaux, la sueur d'avoir fait ce livre, et puis en même temps, la sueur des personnages qui sont englués comme ça dans cette Afrique tropicale, qui les rend fous. Et là, ma dernière question, est-ce que tu es en train de travailler un nouveau projet? Alors j'ai plusieurs choses en cours de route, mais rien de très très précis, parce que je suis très très lent à redémarrer entre chaque livre. Là, il y a déjà un an qui bientôt qui nous sépare de la sortie de Femmes sauvages. J'ai eu une exposition au Cartoon Museum de Bâle qui m'a beaucoup occupé aussi pendant presque 4 mois. Et puis, je suis en train d'illustrer un livre je crois que ça va être une trilogie de Fabrice Adjadj, qui écrit une sorte de grand roman fantasy pour les jeunes. Ah, Donc, je super. vais te montrer, c'est un peu Wow, en avant-première. superbe. Et voilà. Ça s'appelle L'Attrape Malheur, ça s'appelle. Ah, c'est magnifique. Merci.
Et on se retrouve dans les vieux cirques de 1900. À la Freaks, voilà, exactement, ouais. À la Freaks de Todd Browning. Et ça, je dois faire ça. Donc, il y a j'ai fait quelques images. Ah, génial, ouais. C'est superbe. Merci. Avec, Ah oui. Donc ça, c'est pas vraiment de la BD, c'est de l'illustration. Ça va sortir à la Joie de lire. Et puis voilà, je développe d'autres projets, mais pour l'instant, c'est trop tôt. Ouais. Et j'ai un dessin animé que je dois finir, que je traîne depuis 1 an et demi, 2 ans. Ah, génial. Avec Leandro Basso. On est les deux. Mais comme on fait tout à deux, c'est un court métrage, c'est assez long. Mais ça va s'appeler La Baleine. Ouais, puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant cette année, j'ai aussi fait pas mal de spectacles. Je fais des spectacles dessinés. On devait le reprendre à l'Alhambra d'ailleurs en mai, mais ça a été, voilà, c'est tombé à l'eau. Et c'est un spectacle qui s'appelle Toujours nous chérirons votre mémoire, qu'on devrait rejouer au mois de janvier, si je ne me trompe pas, avec le rappeur Jonas Brulart Ouais. et le bidouilleur de son Gabriel Scotti. Et on est comme ça à 3 sur scène. Moi, je dessine. Jonas, lui, il dit le texte. Et Gabriel, il fait de la musique électro en direct. Et ça, on s'amuse comme des petits fous. Donc, on a fait ça au Théâtre de l'Orangerie l'été dernier. Ça a été un gros succès. Et peut-être qu'on ira le jouer ailleurs, je sais pas, dans d'autres cantons. Oui. Alors, je te remercie encore beaucoup pour tout. Ravi de te revoir en live. Merci à toi. Oui, à tout bientôt. Bon fin de printemps. J'espère qu'on retrouve un peu de la joie de vivre. Oui. Non, c'est vrai, c'est dur, quoi. Et tous ces années. Enfin, pour les artistes, c'est pas évident. Je veux dire, les festivals, tu vois, de Mon BD qui a été annulé. Il y a beaucoup de choses qui se pètent la gueule et ça fait beaucoup de casse. Mais et à tout bientôt. Merci beaucoup.